À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Uji umvwa. Nyonso angetu bamukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Fidèles téléspectateurs de A30 Télévision, bienvenue dans votre émission À l'écoute. Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau Madame Élisée Odia, journaliste, un visage plutôt reconnu dans la profession. Avec elle, nous allons échanger, nous allons parler de sa carrière professionnelle, mais aussi sur l'actualité politique du pays. Bonjour Madame Élisée. Bonjour Jaël, merci de l'invitation. C'est un plaisir, c'est ma première fois de me retrouver sur le plateau d'Actu 30. Voilà, vous êtes la première à m'avoir invité, donc je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ma petite personne. Merci beaucoup. Madame Élisée Odia, avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, je vais faire une brève présentation de vous. Élisée Odia Nguindou, vous êtes journaliste. Vous avez obtenu votre diplôme d'État à l'école Moamba. Vous êtes licencié en politique extérieure à l'Institut Faculté des sciences de l'information et de la communication. Vous avez fait vos premiers pas dans la profession à la chaîne de télévision Congo Web. Vous avez travaillé à 7sur7.cd. Vous avez fait votre passage à Top Congo FM. Vous avez animé l'émission Le débat au féminin. Ouais. Vous étiez correspondante à VOA. Voilà. Vous êtes patronne du média Yabiso News. Actuellement, vous présentez aussi l'émission Dites-nous la vérité sur B1 Télévision. En fait, je n'ai pas que ça. C'est vrai que je suis passée par là. Je commençais par Congo Web où j'ai fait pratiquement 13 ans là-bas, 12 ans, 13 ans par là. Et ensuite, vous l'avez dit, 7sur7, rédactrice en chef adjointe quand même, au sein de le premier média en ligne. Ensuite, c'était une autre aventure à Top Congo avec 01, c'est comme ça qu'on l'appelle. On a mis en place, on voulait faire parler les femmes parce qu'elles ne parlaient pas beaucoup, surtout des questions liées à l'actualité politique. Alors on a eu ensemble l'idée de mettre en place cette émission qu'on a appelée le débat au féminin, où il fallait que les femmes se parlent entre elles. Donc je suis très heureuse de voir que l'émission continue. Et ensuite, c'est correspondant de la Voix de l'Amérique. Là, je suis à la tête de l'agence qu'on appelle Yabiso UHC, au sein de laquelle vous trouvez justement les médias en ligne Yabiso News. Donc vous pouvez aller consulter le site également. Mais il n'y a pas que ça, on est dans la production, dans la réalisation et voilà, on produit des émissions, et cette émission qui passe également sur B1 est produite par nous, donc on est en partenariat avec les médias par rapport à cette émission. Donc c'est avec B1, mais il y a une autre émission que Yabiso UHC produit, c'est Nous de la presse. Là, ça passe à Educ TV, mais également, voilà, on avait... Mais comment vous arrivez à combiner? Apparemment, vous avez fait la télévision, la radio, le média en ligne. Vous êtes dans la production des émissions, vous êtes comblé de... On arrive à... Tout est dans l'organisation. Je ne vais pas dire que je suis la personne la mieux organisée. Mais après avoir passé autant de temps dans une rédaction, je crois que j'ai été assez outillée, et c'était pas n'importe quelle rédaction. C'est quand même, il ne faut pas qu'on se leurre. Congo Web,
C'était, je crois que ça l'est encore, l'une des meilleures rédactions de notre pays. Et moi, j'ai été formée là-bas, l'écriture, la présentation, Élisée l'interview. Odia qui vous avez reçu aussi. Nancy Odia. Et pardon, Nancy Odia plutôt. Vous avez Nancy Odia, je suis passée par elle. Vous avez eu Gaël Kibungu, vous avez l'immense Gilbert Biladi, vous avez eu tellement de noms de Doudou Bossassi, de Papa André, c'est comme ça qu'on l'appelait, les Ludor Balikela. Donc je suis passée quand même par une, à mon avis, au-delà d'avoir étudié le journalisme, j'ai eu la chance de passer par une grande rédaction et on a été formés, certes à écrire, mais également à avoir cet esprit managérial, entrepreneurial, et je crois que c'est ce qu'on essaye de faire. Ça fait 16 ans que vous êtes dans la profession. Pourquoi avoir choisi cette profession que vous exercez avec autant de passion? Parce que je voulais être la première à informer. Ah oui, à donner l'information, pas n'importe quelle information. Déjà comme ça, je voulais déjà au niveau de toute petite, voilà, je voulais déjà... Devenir journaliste. Non, déjà être la première à donner une information, peu importe laquelle, c'est-à-dire au niveau de la maison. Ok. C'est vrai que je ne criais pas les gens, c'était pas raconter des bêtises, mais je voulais annoncer plus les bonnes nouvelles. Ok. Être celle qui va dire à mon père quand il revenait, ben écoute, si c'est passé ceci, ma journée a été comme ça. Vraiment être la première à donner une information, plutôt une bonne information. Je crois que tout est parti de là, mais après, j'avoue que je ne voulais pas faire le journalisme, je voulais devenir philosophe. Ouais. J'aime un peu rester dans ma petite bulle là, réfléchir. Mais après, c'est au niveau de l'église d'ailleurs, où il y a une petite cellule de presse, on m'avait intéressée. À force de présenter ce qu'on appelait le petit bulletin à l'église, les gens commençaient à me dire, mais pourquoi tu n'irais pas, tu ne ferais pas le journalisme, un en particulier, qui m'y a incité. Et quand j'ai obtenu mon diplôme, ben, je dis, quelle est la meilleure école de journalisme ici? Il n'y en a qu'une. Hein. N'en déplaise à certains, mais il n'y en a qu'une. Avec 16 ans de carrière, comment est-ce que vous analysez la situation du journaliste actuellement, du fond et de la forme? Alors, je ne suis pas de celles ou de ceux qui pensent que c'était toujours mieux avant. Avant, l'éthique et la déontologie étaient respectées. Là, on est peut-être déjà au niveau de fond. Ceux qui pensent que non, les journalistes d'aujourd'hui sont moins bons ou moins bonnes que ceux d'hier. Moi, je ne suis pas dans ça. Je crois que chaque génération a un style de journalisme qu'on doit juste essayer d'adapter. Je crois qu'il y a une évolution déjà technologique qui ne permet déjà même pas qu'on puisse comparer ce qui s'est fait il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Bah oui, parce que on ne peut pas, parce qu'on ne fait pas les choses de la même manière. Avant, par exemple, avant que nous ne puissions commencer, on a trouvé, déjà toute petite, il n'y avait qu'un seul média. Aujourd'hui, on en compte des centaines dans notre pays. Donc, ce qui fait que c'est pas la même dynamique. Je suis en train de mêler fond et forme au même moment. Ce qui fait que la manière même d'exercer la forme dans l'exercice de ce travail a eu un impact sur le fond. J'ai parlé tout à l'heure, par exemple, d'une rédaction qui était assez structurée, à laquelle moi j'ai faisais partie. Voilà. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver qu'il y a des rédactions. Il y en a encore, mais c'est de moins en moins, compte tenu de l'évolution justement technologique. Et du coup, cette évolution-là a eu certainement un impact peut-être négatif, diront certains, sur le fond de l'exercice de ce métier, sur la rigueur qu'on doit avoir, sur le respect de l'éthique et de la déontologie. Mais loin de moi l'idée de dire que c'était mieux avant et que c'est mal aujourd'hui et que c'est bien aujourd'hui, c'était mauvais avant. Je me dis, c'est juste, il faut adapter l'évolution, mais également s'adapter à l'évolution, d'ailleurs, voulais-je dire, mais également garder les principes, au fait. On garde les mêmes principes, le respect de l'éthique, le respect déontologique, le respect des principes journalistiques. Ça, là, c'est en nous. Nous, on a étudié ça, c'est en nous. Ça, c'est des choses qu'on doit préserver. Peu importe l'évolution technologique,
nous on reste journalistes et il y a des principes, il y a des valeurs, si je peux dire comme ça, qu'on doit essayer de préserver, justement pour essayer de créer la différence entre nous journalistes et d'autres, d'autres professions qui émergent actuellement en marge de l'évolution technologique. Pour une femme, c'est facile pour une femme d'exercer la profession? C'est pas facile pour l'homme non plus, hein. C'est pas facile pour quelqu'un, hein. Homme ou femme, vous êtes soumis. Pour une femme en tant que femme, vous allez à la recherche, à des sources d'informations, parce que vous êtes femme, ça vous a... c'était quand même difficile. On a des difficultés peut-être différentes à celles des hommes, mais c'est un métier qui est difficile d'abord pour tout le monde. C'est-à-dire, il y a des points de convergence, mais il y a aussi des points de divergence dans l'exercice de ce métier. Dans le pays comme le nôtre, l'accès à des sources d'information est d'autant plus difficile pour les hommes que pour les femmes aussi. Mais arrivé à un certain point, mais ouais, en tant que femme, quand on regarde juste en tant que femme et on te les discriminations. Alors, discrimination, j'avoue, vous êtes femme, vous n'êtes pas capable de... Est-ce que vous êtes capable On entend ça quand même, ça fait partie des propos sexistes, mais qu'on arrive pas à déjouer, mais qu'on arrive à se dire, on ne peut pas nous le dire. Vous avez un témoignage dans ce sens? Non, ce sont des propos qui reviennent tout le temps, mais t'es femme, est-ce que tu arriveras à faire ça? Tu es femme, est-ce que telle mission, par exemple, à l'intérieur du pays, est-ce que... Donc, il y a toujours des questions comme ça, un peu des questions un peu sexistes qui nous ramènent à notre genre, c'est-à-dire parce que tu es femme, tu es forcément faible, parce que tu es femme, donc il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Ouais, je l'admets, il y a certaines choses que je ne peux pas faire, mais c'est le cas également pour les hommes. C'est-à-dire, ce que peut faire la femme, il y a certaines choses que la femme peut faire que l'homme ne pourra pas faire aussi. Donc, il faut toujours qu'on essaye de relativiser, mais aussi de se dépasser. Okay. Moi, par exemple, d'abord, quand je me présente à quelqu'un, je ne me présente pas en tant que femme. Je ne mets pas ma féminité au devant. Je viens en tant que journaliste, je vous aborde en tant que journaliste, en tout cas si c'est dans le cadre de mon travail, et j'aimerais en retour que vous puissiez également me regarder en tant que telle. La difficulté aussi qu'il y a certaines personnes, en tout cas on voit plus ça dans les chefs des quelques femmes, certaines femmes, qui au lieu de mettre en avant leur savoir-faire, leur potentialité, leur capacité intellectuelle, leur potentialité en tant que journaliste, préfèrent, peut-être parce que c'est plus facile de se présenter en tant que femme et de mettre en avant la féminité, peut-être parce qu'on ne veut pas, on veut bénéficier de certaines facilités. Il y en a aussi, mais actuellement on le trouve également chez les hommes. Okay. Donc, ouais, avec 16 ans de carrière, lorsque vous regardez, vous faites l'introspection, vous pensez que vous êtes un modèle, vous serez un modèle pour les générations à venir, celles qui sont encore aux humanités, à l'IFASIC? Bah voilà, là je laisserai le futur en juger. Et pour l'instant... On regarde ce que vous avez accompli. Non, mais pour l'instant, moi je me rappelle toujours de ce prof qui me disait, qui nous disait à l'IFASIC, je crois qu'il a dit également à beaucoup d'étudiants qui sont passés à l'IFASIC, c'est-à-dire dans ce travail on n'est jamais arrivé. C'est-à-dire chaque jour, moi aujourd'hui, j'essaie de faire quelque chose que je n'ai pas fait hier, en fait. J'essaie de donner le meilleur de moi-même. Voilà, me dire que ce que je fais hier, je l'ai déjà fait, ça n'étonne plus personne, en fait, ça n'est pas plus quelqu'un. Alors j'essaie de trouver autre chose de meilleur à faire aujourd'hui. Par exemple? Non, mais il y en a beaucoup, je vous ai parlé. Alors par exemple, dans le cas de Yabiso, dans le cas de Yabiso UHC, qui est cette agence, je compte lancer 3 émissions. Mais rassurez-vous, ça ne va pas être présenté que par moi. J'en ai déjà 2 que je présente. Peut-être 3, je vais présenter, mais il n'y aura pas que moi. Donc je compte lancer une émission déjà sur l'économie. Une émission économique, on parlera des entreprises, on parlera de l'économie, on parlera des finances. Mais on va lancer également une émission sur les femmes. Et puis une 3e émission que si Dieu nous fait grâce, qu'on compte lancer cette année, ce sera pour parler des personnes qu'on a perdu de vue. Alors ça s'intitule déjà « Que sont-ils devenus ?»
Le générique, il est là. On travaille déjà sur la production. Et maintenant, là, on est en train de travailler également pour avoir de partenariats avec d'autres médias, mais également avoir de partenaires, des sociétés, des entreprises qui vont nous accompagner parce que, voilà, on est tous focus sur la politique. C'est vrai, ça nous donne un 50, un 20, diront certains. Mais je crois que l'actualité, on va essayer de diversifier l'actualité, l'information qu'on compte donner à ceux qui nous suivent. La presse est considérée comme un quatrième pouvoir en République démocratique du Congo, c'est le cas? Ah oui, on est fort. Je crois que parfois on ne se rend pas compte de notre force. C'est ça, on est quatrième pouvoir. Ça c'est sûr, mais sauf qu'il y a dans le chef des médias et des journalistes le manque l'absence de reconnaissance de cette force qu'on a. On n'a pas conscience, justement, c'est ce que je voulais dire, on n'a pas conscience de notre force, on n'a pas conscience de ce pouvoir qui nous a été, non, qu'on a arraché, ça ne nous a jamais été donné, qu'on est arrivé à arracher. C'est-à-dire, on a du mal même à exercer cela. Mais dire qu'on est quatrième pouvoir, on l'est. On n'est même pas quatrième pouvoir. Aujourd'hui, on peut être le premier pouvoir parce que c'est lui qui détient l'information, détient le pouvoir. Et nous, non seulement on détient l'information, mais on a la capacité de créer l'information. On cherche l'information. Et on a la possibilité d'imposer l'information. C'est-à-dire ce qui fait de nous pratiquement le premier pouvoir. On n'est pas le quatrième. C'est-à-dire que ce soit au niveau du pouvoir judiciaire, l'information, c'est indispensable. L'exécutif, l'information. Au niveau du Parlement législatif, c'est l'information avant tout. Et l'information, nous on la cherche. Allez, diront certains, on la fabrique, peut-être certains fabriquent, non, la fabrication, on les laisse à d'autres. Nous, on la cherche parce qu'on a toute une technique pour essayer de recouper, de donner la bonne information. On la produit, on la diffuse avec professionnalisme. Oui, on n'est même pas le quatrième pouvoir, on est le premier pouvoir, mais c'est maintenant à nous de nous rendre compte de ce pouvoir qu'on a et de prendre conscience de cela et de l'exercer vraiment, parce que vous avez les parlementaires qui exercent leur pouvoir et nous, on doit... parlementaires, les exécutifs, les ministres, le plan judiciaire, chacun essaye d'exercer son pouvoir et je crois qu'il est temps pour nous également d'exercer notre pouvoir. Il faut qu'on agisse. On n'exerce pas encore assez. Je crois que déjà on ne prend pas conscience qu'on est un quatrième pouvoir. Il n'y a qu'à voir notre façon d'être. Déjà on estime que les autres sont mieux que nous. Peut-être parce qu'ils sont, entre guillemets, mieux rémunérés que nous, mais c'est vraiment pas ça le problème, parce qu'il y a possibilité, il y a une possibilité pour nous d'être mieux, quoi. Ça se passe ailleurs. Mais c'est pas comme parce qu'on dit que les politiciens ils viennent imposer leur volonté chez les journalistes, c'est ce qui empêche aussi qu'on exerce ce quatrième pouvoir. Non, mais déjà parce que la plupart des médias ici en République démocratique du Congo appartiennent aux politiques. Il y a déjà ce cas, mais également, voilà pourquoi je parlais de la prise de conscience. Quand tu es passé par une école de journalisme ou de communication d'ailleurs, et que tu exerces ce métier, tu dois prendre conscience de ta valeur. Quand tu prends conscience de ce que tu vaux, je ne parle pas d'être hautain, je ne parle pas d'être orgueilleux, mais juste de valoriser ce que tu fais, de valoriser ta personne et de valoriser le travail que tu as, je crois que ça peut déjà être un bon début. De ne pas être à la solde. C'est vrai, les situations sont difficiles, c'est compliqué. Ça c'est vrai, il ne faut pas considérer, je ne veux pas être dans le déni. Nous sommes pour la majorité à la solde des politiques. Mais je crois que c'est possible pour nous de sortir de ce carcan-là où on veut nous enfermer, de cette case-là où on veut nous enfermer pour essayer de mettre en place d'autres modèles économiques qui permettront aux journalistes congolais, aux médias congolais, d'être totalement indépendants de l'influence aussi bien des politiques que d'autres personnalités. Élisée Odia, lorsque vous posez des questions à vos invités, vous n'avez pas froid aux yeux. D'où vous tirez ça? C'est vrai. Alors, je crois que j'essaie de mettre en pratique quelques astuces apprises à l'école.
Mais c'est qui est sûr, quand je suis sur un plateau, ça c'est vrai, je deviens une autre personne. Ou quand je suis devant le micro, alors là, je me métamorphose, en fait. J'entre dans mon élément. Ça, je me dis, et je me rappelle toujours un autre professeur de l'IFACI qui nous disait, n'oubliez pas, il y a toujours quelqu'un, une personne qui risque de vous suivre pour la première fois. Alors, il faut toujours essayer. Ça risque d'être sa seule fois de se faire une idée sur vous. Alors, c'est toujours un moment important quand il faut poser une question. Alors ouais, je le fais avec le plus sérieusement possible, avec tous les sérieux. Prenez le risque possible, des interpellations. Combien de fois vous avez été interpellé par le service de sécurité pour une telle publication Non, interpellation, il faut être sincère, je n'ai jamais été interpellée. Avec 16 ans de carrière? Jamais, zéro interpellation par les services, justement. Et ça, je crois que j'essaye d'être à la fois rigoureuse, mais dans le respect, je pense, hein, parce que j'en suis la preuve, j'ai 16 ans, vous venez de le dire, j'essaye d'être la plus honnête possible, même dans la formulation de mes questions, mais également j'essaye d'être la plus professionnelle possible dans la formulation de mes questions, dans la rédaction de mes articles. J'essaye vraiment de respecter certains principes, ou si pas tous les principes journalistiques, de respecter l'éthique et la déontologie. Donc du coup, vous ne me verrez pas être dans des anathèmes, citer les noms des gens à tout va. Non, j'essaye vraiment de respecter la loi. Voilà pourquoi. Parce que c'est difficile d'arrêter Élisée Odia sur base de ses écrits, sur base de ses questions, parce que là, elle est vraiment juste en plein exercice de son travail en respectant strictement les principes, les b.a.-ba de ce travail, en respectant, je veux le redire parce que c'est très très important, l'éthique et la déontologie. Oui, c'est ça. Ça m'a vraiment protégée. C'est-à-dire là où certains pensaient que non, mais attends, on va l'arrêter, on va l'interpeller, mais ceux qui peuvent avoir ces idées-là peuvent eux-mêmes d'abord regarder et dire non, écoutez, elle a tout respecté. Donc, c'est le fait que j'ai jamais été interpellée, on m'a jamais convoqué au parquet, ouais, parce que, voilà, comme je l'ai dit, j'ai mis des garde-fous et ces garde-fous-là sont des principes journalistiques, l'éthique, la déontologie. Mais on vous accuse d'être hostile au pouvoir en place. Ouais. D'après vous, qu'est-ce qui justifie cela? Non, mais peut-être ce sont des clichés. C'est une nouvelle tendance qu'on a essayé de mettre en place par certains pour essayer de mettre des journalistes dans des cases, au fait. Ouais, c'est des stratégies comme ça que certains ont essayé de mettre en place pour dire oui, elle, parce qu'elle a posé telle question supposée être difficile, alors que peut-être que l'interviewé en question ne l'a pas trouvé difficile, mais parce que moi je suis fanatique de cet interviewé-là, donc j'estime que la question était difficile, donc forcément, ou parce que j'ai eu à faire un article parlant d'un adversaire, que forcément, donc moi je les prends plutôt comme d'une stratégie mise en place par certains pour essayer de réduire, de mettre les journalistes dans une case. Alors qu'il n'en est pas question, je travaille avec tous ceux qui veulent travailler avec moi et rassurez-vous, ils viennent pas contre le pouvoir. Ils viennent de tout le bord, ils sont de partout. Je travaille avec tout le monde, je travaille avec le service national, je travaille avec beaucoup de personnalités, beaucoup de structures étatiques. En tout cas, tous ceux qui veulent travailler avec moi sont les bienvenus et ils sont nombreux qui aiment bien, qui apprécient bien le travail que nous faisons et tant mieux. Nous sommes au mois de mars, mois dédié à la femme. La RDC l'a célébré sous les thèmes accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et filles dans la paix pour un Congo paritaire. Au regard de ce thème, pensez-vous que la notion de la parité a été bien comprise par les femmes? Alors, bien comprise, non, mais je crois, oui. La parité, c'est quoi? C'est l'égalité. En fait, 50-50. Oui. C'est l'égalité, mais là où je crois que les femmes, certaines femmes, pas toutes d'ailleurs, ou que certains hommes également, pas tous non plus,
n'ont pas essayé, ne comprennent pas bien la parité, c'est l'égalité, mais c'est aussi l'équité, à mon avis. C'est-à-dire, il y a ce côté-là, il y a 50-50, compétences et il y a la méritocratie. On peut je voulais parler de l'équité et de l'égalité d'abord. C'est-à-dire, ce côté-là équilibré qu'on doit également essayer d'intégrer. Mais quand on parle maintenant de l'équité, à mon avis, c'est qu'on revient sur la méritocratie. L'égalité, oui, la parité, c'est pas que 50-50. C'est pas que ça. Je crois que c'est l'égalité, mais aussi l'équité. À compétence égale, poste égal. Donc, et ça, je crois qu'on doit, au-delà de dire 50-50, au-delà de continuer à chanter Madame d'Histoire, égalité, égalité, on doit, à mon humble avis, ajouter la notion d'équité. Et quand on ajoute la notion d'équité, ça nous renvoie à, voilà, un peu à la formation, à l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche à la femme? C'est-à-dire la femme déjà, on dit que la femme, elle n'est pas compétente. Quand tu n'es pas compétente, donc du coup, tu ne mérites pas. Et ça va chez l'homme. Et pourquoi cette femme aujourd'hui, on trouve de moins en moins compétente? Parce que déjà, quand on a dès les bas âges, combien de femmes sont inscrites? Aujourd'hui, on parle de la gratuité de l'enseignement. Tant mieux, cette gratuité qui a essayé de ramener plusieurs enfants dans les écoles. Ok, mais combien finissent l'école primaire ou les... Comment on appelle ça, l'école des bases, voilà. Comment ils arrivent, combien arrivent à obtenir leur diplôme. Ensuite, combien arrivent à, voilà, à aller un peu plus loin au niveau universitaire, mais combien travaillent également pour démontrer. Donc, il y a tout ce processus-là. Et par rapport à ce processus-là, l'homme a une certaine avance. Et donc, c'est plus facile de tomber sur un homme qui a beaucoup plus, qui a une compétence avérée, une compétence qui s'est affirmée, que de trouver une femme qui a ces mêmes compétences-là, parce qu'il y a tellement d'embûches, des pesanteurs au niveau de la société, des pesanteurs culturels, des pesanteurs, voilà, il y a tout cela, mais mais moi, je dis que il revient à la femme. Elle doit la conscientiser, elle doit elle-même prendre conscience que la parité tant réclamée, elle doit travailler. Elle doit faire le pas. Ça ne sera pas un acquis, mais plutôt... Non, mais ce n'est pas un acquis. C'est pas un acquis, mais elle doit intégrer. C'est-à-dire, si je veux commencer à mon humble avis, si je veux commencer à exiger 50-50, je dois d'abord savoir qu'est-ce que moi je porte, c'est quel bagage j'ai par rapport à cet homme-là. D'où la notion de l'équité. C'est-à-dire aujourd'hui, voilà pourquoi j'insiste, il ne faut pas qu'on se limite à égalité. Parce que dans l'égalité, on met un peu du tout. C'est-à-dire une femme qui n'a peut-être pas les capacités, les compétences requises, qui face à un homme, on ne veut pas dire au nom de la parité, mais prenons cette femme. Non, non, on ne peut pas dire ça. Donc, à la femme, moi je dis, au-delà de l'égalité, au-delà de la parité, ajoutons l'équité. Et ajouter l'équité, c'est-à-dire, c'est ajouter des connaissances, c'est ajouter des compétences, c'est ajouter des formations, c'est ajouter un travail assidu, accru. Ouais, c'est ajouter l'information, on a parlé de la formation, c'est ajouter la parole. La femme a du mal à parler et on a du mal à connaître cette femme, comment elle raisonne, comment elle réfléchit, comment elle analyse. Pas toutes les femmes encore, hein, je ne veux pas qu'on fasse cet amalgame, mais la plupart des femmes qui prétendent occuper des hautes fonctions, surtout dans notre pays, on a du mal peut-être à mieux cerner leurs réflexions. Pourquoi? Parce qu'elles sont nombreuses à ne pas vouloir prendre la parole par peur. Mais non, si je commets une erreur, on va me dire que j'en ai commis. Les hommes en commettent aussi, basta, on va se moquer de moi et avec le réseau social, on a peur. Mais oui, c'est ça aussi la peur. Donc la femme doit quitter cette peur-là, doit s'affranchir de certaines peurs. Et l'homme, de ce côté-là, l'homme a réussi. Moi, je fais des émissions avec des hommes, mais vous sentez que ça là, faute ou pas faute, tout ça. Il y va, il trouvera toujours un moyen de rebondir. Et la femme aussi, à mon avis, doit intégrer cela. Les erreurs, elles sont humaines, les fautes, ça peut arriver.
il peut arriver que je bloque à un certain moment, mais ça m'apprend. Je peux me dire, là, ici, j'ai bloqué, mais après demain, je veux voir comment réajuster les choses et de continuer. Mais si tu tombes et que tu restes assise là, c'est pas... Après, ça ne sera pas la faute à l'homme. Donc, il y a cette possibilité-là, la femme, on veut la voir parler, on veut la voir s'exprimer, on veut la voir donner de la voix, on veut la voir nous montrer comment est-ce qu'elle réfléchit, comment est-ce qu'elle analyse, en tout cas, celles-là qui prétendent occuper des hautes fonctions, surtout étatiques ici dans notre pays. Vous dites qu'on veut voir la femme parler, voir la femme évoluer. Parlons politique. Les Congolais attendent... connaître le prochain Premier ministre du second mandat de Félix Tshisekedi. Il y a des noms qui s'églissent. Est-ce que d'après vous, est-ce que le chef de l'État doit miser sur une femme? Bah oui, pourquoi pas? On est d'abord un être humain avec des compétences dotées d'un coefficient intellectuel. C'est vrai à travers mes propos, on peut peut-être percevoir que je suis assez dure envers la femme, même j'en suis une moi-même, donc je suis assez dure. J'en suis une moi-même, donc du coup quand je parle des femmes là moi-même, il y a une remise en question également, une remise en cause. Je ne parle pas que de l'autre femme, je ne parle pas que de peut-être Chaël qui est en face de moi, je me parle aussi en moi-même, sauf que ce sont des réflexions que je fais un peu à haute voix. Et quand on parle de ces femmes qui doivent sortir, mais il y en a. La femme est capable de beaucoup et de tant de choses ici dans notre pays. Il ne faut pas qu'on se leurre. Et donc, moi, je pense que si on cherche bien, malheureusement, c'est comme je le dis, c'est un peu plus facile de voir, ça peut être tel homme, telle femme, parce que les hommes, pour la plupart dans la sphère politique de notre pays, ont déjà eu affaire à leurs preuves, mais s'expriment, donc on peut exprimer leur opinion, leurs ambitions. Mais c'est difficile pour une femme. Quand le président a quand même parlé de ça, lors du dernier briefing, il a dit que ça sera lieu ou là. Moi, je pensais que les femmes qui étaient ambitieuses pouvaient déjà commencer à exprimer ces ambitions-là, à se dire, bah, écoutez, ou des associations féminines commençaient à s'organiser. Et là, c'est un peu le silence radio. Il faut aller chercher. Déjà que ces femmes qui sont dans des partis politiques, elles ne parlent pas beaucoup, on ne les voit pas trop s'exprimer. Donc, il y en a, oui, mais où les trouver, c'est difficile. C'est comme si vous cherchez une aiguille dans une botte de foin. Franchement, trouver la perle rare. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. D'où, je reviens à ce que je dis, on a besoin de voir des femmes sortir sortir de leur carcan, sortir de leur case, s'exprimer et un peu nous permettre aux autres de commencer à le repérer. Et quand il y aura des situations pareilles où le chef de l'État sera en train de chercher, par exemple, un homme ou une femme à la tête de l'exécutif, qu'on n'ait pas à tâtonner, parce que là, franchement... Donc, ces femmes-là doivent elles-mêmes se manifester au lieu que l'homme aille chercher, trouver dans quel parti, quelle est la femme qui parle le mieux, mais ça commence déjà, on est en politique et ça commence déjà au niveau de parti. Mais on peut encore aller plus loin. Donc, d'où l'importance de l'éducation, l'importance de la formation, l'importance de l'école. Donc, l'école a un rôle à jouer. L'école est, à mon avis, la base de tout, où la petite fille qui deviendra la femme de demain, ou qui est la femme d'aujourd'hui, peut déjà être outillée afin qu'elle puisse vraiment exprimer ses ambitions. Parce que ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Quand quelqu'un exprime ses ambitions, surtout quand c'est une femme, on dit c'est une femme ambitieuse et du coup les gens ont peur d'elle. Elle est trop ambitieuse. C'est comme si l'ambition était un péché, comme si c'était une faute. Non, mais c'est pas une faute que d'être ambitieuse. C'est pas une faute que de vouloir rêver grand. Mais il ne suffit pas que... Encore faudrait-il ne pas se limiter à ce rêve. Je rêve, oui, mais qu'est-ce que je fais pour réaliser ce rêve-là? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais rêver, avoir de l'ambition, surtout pour la femme, on doit commencer à lui dire, ça n'a jamais été une faute, c'est pas un péché, c'est un droit, être ambitieux, mais il faudra aussi apprendre à l'exprimer. Et là, aujourd'hui, malheureusement, on ne voit pas assez de femmes exprimer.
Donc pour l'instant, selon vous, ça sera Donc, difficile de trouver. Ouais, mais franchement, c'est avoir pas une femme impossible. C'est pas ministre. impossible, mais de vous à moi, il y en a, mais j'avoue, de vous à moi, j'ai du mal à savoir qui sort du lot. Dans une émission, j'avais dit, bah, prenez-moi. Bon, là, je plaisantais. Mais ouais, bah, parce que je suis une femme, pas parce que je suis compétente, je plaisantais. Moi, mes ambitions ne vont pas dans ce sens-là. Donc, du coup, je ne m'exprime pas pour... non, je ne suis pas demandeur. Alors, mais il y en a qui veulent montrer de quoi elles sont capables. Mais elles ont du mal à s'exprimer. Donc la femme politique n'est pas encore... Est-ce qu'elle n'est pas encore prête? Non, elle n'est pas encore prête, mais elle est frileuse. Je suis désolée de le dire comme ça. Les choses viennent à elle, elle ne va pas chercher. Oui, elle attend. Voilà pourquoi. Elle attend. Elle est frileuse, la femme politique. Elle a du mal à hausser le ton. Elle a peur qu'en haussant le ton, elle va être taxée de tout le nom. Mais déjà, au sein de partis politiques, combien de femmes haussent le ton, haussent la voix, essaient de revendiquer une place qui leur revient de droit. On les entend que très peu. Est-ce que c'est aussi parce qu'elles sont écartées, elles sont décidées de se mettre à l'écart? Mais vous avez toujours peut-être l'autorité morale déjà avec les femmes. Mais fait créer un vote parti politique. C'est ça, la femme, elle ne veut pas oser aussi. Elle ne veut pas toutes. Je suis en train de revenir sur cette nuance. Moi, je suis sur la chaîne, c'est la chaîne de Rachel. C'est un média que Rachel est en train de mettre en place et ça marche plutôt bien. Mais elle est partie où elle était sur Numérica, elle n'a pas été mise à l'écart. Mais elle a décidé, par rapport à ses ambitions, de créer cette chaîne. Ça n'a pas été facile. C'est pas facile jusqu'à présent, mais elle continue. Elle continue. Elle dit elle va se battre. C'est son rêve qu'elle veut matérialiser. C'est une ambition qu'elle a eue, qu'elle veut réaliser. Donc tout ça là, et ça on n'en voit que très peu dans la sphère politique chez les femmes. Les femmes sont là, oui, vous êtes dépendantes. C'est pas par rapport à la culture aussi. Non, mais elles nous sommes dans... Oui, mais en même temps, alors... Il y a mariage, on doit sauvegarder. Oui, mais il y a... Alors, arrêtez. Alors, c'est comme ça. Arrêtons de parler 50-50. Dans le mariage, là, il n'y a pas que la femme, il y a aussi l'homme. Mais comment l'homme s'en sort? Tel qu'il doit gérer, elle doit avoir... Non, mais qui a défini cela? Qui a défini cela? Dans un mariage, c'est un couple aussi. Et puis, quand on parle de femmes, on ne parle pas que de femmes mariées non plus. On parle aussi des femmes qui sont célibataires. Il y a des jeunes filles qui peuvent, à 20 ans, à 21 ans, à 23 ans, avoir des rêves, des ambitions. On ne peut pas réduire, aussi, il ne faut pas réduire l'ambition de la femme au mariage. Il n'y a pas incompatibilité entre ambition et mariage. Tu peux être ambitieuse, tu peux avoir des rêves, le réaliser tout en étant en mariage, si c'est vraiment ce que tu veux également dans la vie. Mais dans cette histoire, l'homme aussi a ses ambitions. On parle de mariage comme si ça n'intéressait que la femme. Non, ça intéresse l'homme. Nous sommes dans une société, alors que raison de plus. À dire celle-là, elle a beau étudier, intelligente, mais... Non, mais parce qu'on réduit. Mais vous savez, il y a combien de femmes qui ont étudié, qui occupent ça devient un sujet de moquerie. Non, il y a combien de femmes qui ont étudié, qui ont fait des grandes études, et qui sont très mariées, qui ont des enfants qui sont devenus des enfants. Non, mais ce n'est pas incompatible. Donc, vous pouvez avoir des femmes. Déjà, on ne doit pas réduire la femme au mariage. Le mariage, c'est très important. Peut-être dans notre culture, beaucoup plus important pour la femme que pour l'homme. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi l'homme. Il y en a quand même qui triment également à un certain âge et ils ne sont pas encore mariés. Ça pose toujours problème. Donc l'égalité aussi, c'est par rapport à la perception de certaines comment je peux dire, pas activités, certains sujets sociétaux. Voilà, comme le mariage. Il faut qu'on ait la perception du mariage. Le mariage, il est bien. Mais il est bon, pas que pour la femme. Il est bon aussi pour l'homme, parce qu'un homme aussi célibataire, il n'est pas toujours bien vu dans notre société, ça c'est de un. Mais aussi, un homme aussi peut lever l'option de dire, ouais, mais moi le mariage, tout dépend de la perception, mais jamais on ne réduit l'ambition de l'homme au mariage. Okay. C'est ça, mais c'est l'ambition de la femme. Par rapport à la femme, c'est là où on commence à dire, ouais, mais t'es une femme, ce qui n'est pas mauvais, mais c'est pas incompatible. Donc, d'après vous, le prochain Premier ministre, vous ne voyez qu'un homme?
Voilà, alors je préfère ne pas trop rêver. Mais je me dis peut-être que le président peut nous surprendre. Le président de la République surprenne, non? Qui sait? Moi, je m'attends à une surprise en tout cas, qui nous surprenne. La Cour constitutionnelle a rendu public les résultats définitifs des législatives nationales. Un commentaire par rapport à... Ouais, non, mais j'ai publié quelque chose sur mon compte Twitter. Je dis, mais non, je regarde. Non, mais il était temps quand même. Je dis, je regarde seulement. J'essaie de mettre à la place de ceux qui ont été invalidés et de ceux qui ont été récupérés, si on peut dire comme ça, et du coup proclamés de manière définitive et élus. Donc à un moment, je suis contente vraiment pour ceux qui sont, ceux qui ont été. On voit Serge Bahati validé. Non, je suis d'abord contente pour ceux qui. Je suis d'abord contente pour ceux qui ont été allés un peu. Certains disent récupérés, repêchés, mais moi je dirais ceux qui ont été proclamés. Par la Cour constitutionnelle qui a fait son travail, mais également je suis triste quand même, c'est pas évident parce qu'ils ont quand même passé un mois et qu'ils se sont fait appeler, vous savez, nous sommes dans un pays où les gens aiment s'appeler honorables. Certains se faisaient déjà appeler honorables, des rapporteurs, questeurs. Voilà, donc c'est un moment un peu assez difficile pour beaucoup d'entre eux et d'où la nécessité quand même de commencer à vouloir réformer certaines choses pour qu'on puisse éviter ces désagréments. Je ne sais pas, mais ça sera peut-être aux élus de voir comment faire en sorte, au lieu d'avoir toujours de bureaux provisoires, que certains puissent siéger pendant un mois avant d'être débarqués. Non, mais je crois qu'il y a moyen de mettre en place des mécanismes qui feront en sorte que, une fois qu'on est élu, une fois que la CENI, par exemple, proclame que ça aille vite avant qu'il y ait des premières sessions, comme ça on évitera. Vous imaginez quelqu'un qui siégeait déjà, qui bénéficiait peut-être déjà des avantages liés à sa fonction de député, aujourd'hui être dans ça, psychologiquement, mentalement, ça peut laisser des séquelles. Donc moi, pour moi, je me dis, je suis contente, bravo à ceux qui ont conservé des sièges, ceux qui en ont gagné, mais également... Même ceux qui étaient là, qui ont été largement élus, on voit comme le cas de Serge Bahati. Mais vous savez, après, il est invalidé. Ouais, mais vous savez, c'est que moi, je m'en tiens. Vous m'avez posé tout à l'heure la question de savoir, mais 16 ans, je pose peut-être des questions pas froid aux yeux. Je suis quand même aussi respectueuse de pas quand même, je suis respectueuse des lois de mon pays. Alors, ce qui fait que, comme la loi dit, à mon avis, c'est vrai que j'ai mes avis, j'ai un avis personnel sur des sujets, encore que je n'ai pas tous les éléments avec moi. C'est vrai, je peux voir sur les réseaux sociaux, mais moi-même, je procède toujours à un recoupement. Ah non, là, ce qui fait que j'ai de moins en moins de droits de réponse, que ce soit dans la rédaction de mes articles ou dans la présentation de mes émissions. Je fais en sorte de faire un recoupement de fond et ensuite donner un avis assez réfléchi, assez mûri, assez documenté. Ça, c'est de A. Donc, peut-être c'est vrai, ouais, mais maintenant, là, on est face à une cour et la loi, elle dit quoi? Et les arrêts de la cour sont irrévocables et on s'y plie. Voilà, donc c'est ça ce que dit la loi, ça ne vient pas de moi, ça vient de ce que dit la loi. Alors, est-ce qu'il y a un recours au-delà? Il n'y a pas une autre juridiction au-delà de la Cour constitutionnelle. C'est pas pour rien qu'on appelle la haute cour. Et actuellement, je crois qu'on peut même appeler la très haute cour. Mais c'est la haute cour qui a donné qui a rendu son arrêt. Alors en justice, on dit quoi? Le terme approprié, on dit quand la justice, la haute cour rend son arrêt, on s'y plie. Autre sujet d'actualité, c'est aussi ces élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Il y a un ticket Union Sacrée, Daniel Bumba et Eddie Yeli. Lorsque vous regardez ces tickets, les Quinois doivent espérer que la ville sera redorée avec ce ticket de l'Union Sacrée, l'un de l'UDPS et l'autre du MLC. J'ai toujours eu pour l'habitude de dire que je préfère juger les gens par les actes. Déjà, nous sommes en face de deux personnalités, deux personnes pas très connues des Quinois.
Un peu. Ce sont des noms qu'on est en train de découvrir pour certains, peut-être pas pour nous, mais pour certains, on est en train de découvrir pour plusieurs quinois, des millions de quinois, on en compte, je sais pas, 18 millions, 15 millions, ça dépend. C'est une première d'entendre ces noms et c'est toujours pas évident. Et du coup, on est pas dans des préjugés, on se dit peut-être c'est beaucoup plus facile quand c'est quelqu'un qu'on connaît. On peut savoir qu'il avait... c'est plus facile de parler de quelqu'un qu'on connaît, qu'on a déjà vu à l'œuvre, qu'on a déjà vu de quoi il était capable. Et un peu, à partir de là, on peut faire une analyse sur ce qu'il peut apporter au niveau de la province. Mais là, franchement, on est en face. Allez, on va le dire, de deux inconnus. Ça, c'est de un. De deux... Alors, on attend voir, est-ce qu'il y aura peut-être de surprises parce qu'ils ne seront pas les seuls candidats et peut-être il y aura d'autres candidats c'est le ticket de l'Union sacrée qui est majoritaire officiellement, mais on a vu comme les cas de celui de Kinshasa. Non, mais on a vu d'autres se présenter en tant que candidats de l'UDPS aussi, pas avoir... l'aval du parti, mais se revendiquer également comme étant de l'UDPS. Moi, je me rappelle de ce qui s'est passé, ça a toujours été cette anecdote, une anecdote au Sénat. Alors, tout le monde pensait que, je crois en 2018, non, 2011, pendant que tout le monde pensait que c'était déjà fait pour chez Kitundu, patatras, il y a eu surprise, c'était Kingo qui était passé. Alors que chez Kitundu, c'était lui, le candidat de la majorité de l'époque. Donc, c'est passé aussi avec Kimbut, avec Adam Bombole. Et donc, je me dis, ceux qui ont été investis officiellement par l'Union sacrée ne doivent pas, à mon avis, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et ceux qui également prétendent avoir une vision pour Kinshasa, ils ne peuvent pas désespérer. Mais là, on met les députés provinciaux devant leurs responsabilités et il faudrait qu'ils nous donnent un gouverneur et un vice-gouverneur capables de changer l'image de cette ville qui, voilà, c'est une ville qui devient de plus en plus sale, qui ne donne pas envie d'y vivre, avec d'un côté des embouteillages où tout est... Ouais, tout n'inspire, ne vous donne pas envie de vivre. Donc on a besoin de redorer l'image de Kinshasa et on a besoin des personnes compétentes qui pourront nous aider à redorer l'image de Kinshasa. La toute dernière question, nous arrivons à la fin. Ça fait 6 mois que Stanis Bouchakera est en prison dans le dossier Chérubin Okende. Comment vous trouvez le réquisitoire du ministère public? Alors, c'était les mois. Je dis, mais ces gens, ils jouent à quoi? Bon, ils sont un peu dans leur rôle, le ministère public. Mais j'avoue que ça m'avait... bouleversé. Bah ouais, mais bouleversé. J'étais... déçue. Pas déçue, en même temps, parce que je viens de le dire, ils étaient un peu dans leur rôle, au fait, du ministère public. Ouais, ça m'a mis quand même en difficulté quand j'ai suivi le réquisitoire, mais après on a suivi, tout le monde a suivi le procès. On n'est pas en train de mettre la pression sur la justice congolaise, loin de là. On est respectueux des institutions, de la justice de notre pays. Mais au regard du déroulement de ce procès, tout le monde en tout cas s'est rendu compte que il n'y avait pas de preuves, il n'y avait rien il n'y a rien qui puisse incriminer notre frère, notre ami, notre confrère et tout. Moi je l'appelle le complice, c'est mon complice de tout le temps. Donc il n'y a rien, il est resté journaliste jusqu'à la fin, il n'a fait que faire son travail et le ministère public, malgré son réquisitoire, il a eu quand même du mal à prouver, il n'y a pas de preuves, il n'y a rien. Donc nous on reste confiants, on est sereine, on est confiant dans notre justice et on espère que dans les prochains jours sera prononcé l'acquittement de Stanis Bouchakera. Madame Élisée, nous sommes arrivés à la fin. L'émission, c'est à l'écoute. Les Quinois, les Congolais vous regardent.
Un mot? Un mot aux Congolais, aux Quinois, mais déjà ceux qui me découvrent pour la première fois, vous avez une petite idée de ce que je suis, Élisée Oudia, simplement journaliste, avec l'intention de rester le plus longtemps possible, par la grâce de Dieu. Je vous demande de nous faire confiance, nous en tant que journalistes, de nous donner l'occasion de vous proposer des bonnes informations qui respectent les principes, qui respectent l'éthique, qui respectent la déontologie. On vous demande également d'essayer de nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Et nous, on sera là, on essaiera de faire de notre mieux pour essayer de vous donner la bonne information, l'information que vous méritez pour ensuite que vous puissiez vous faire votre avis. Et les informations, c'est pas que la politique, les informations, l'actualité, il y en aura et il y en a dans tous les autres domaines. Donc, continuez à nous faire confiance. Faites confiance à Actu 30, qui est une chaîne qui monte et qui travaille plutôt bien. Moi, j'avoue que je suis bluffée quand même par ce qu'est en train de faire Rachel par rapport à cette chaîne. Je dis, Rachel, je suis très fière de toi, très fière de ce que tu es en train de réaliser par rapport à cette chaîne, par rapport à ce média. Alors, force à toute l'équipe de Actu 30 et force à tous les journalistes de la République démocratique du Congo. On continue à faire ce travail. Et je crois que, comme j'aime toujours le dire, le meilleur est devant. Merci beaucoup, Madame Élisée Oudia. Vous avez suivi Élisée Oudia, journaliste de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je vous retrouve le vendredi prochain avec un nouveau invité. Bonne suite de programme. Snake. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi umvwa. Nyonso ange tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Listening. À l'écoute. Yo Kamela.